Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous en ce début de semaine. Nous sommes le dernier jour du mois de septembre et voici les titres. Il y a 4 ans, la tempête Alex a causé d'innombrables dégâts dans les Alpes-Maritimes. Monaco a apporté très rapidement son soutien et bien parmi les 30 projets financés par la Principauté, le Prince Albert II vient d'inaugurer à la Brigue le nouveau pont du Coq endommagé pendant les inondations. Le Luxpack a ouvert ses portes ce lundi matin au Grimaldi Forum. Le ministre d'État a effectué une visite de ce salon dédié au packaging. Elle était pionne au lycée Albert Ier alors qu'elle avait 20 ans. Après une carrière au sein de la DENJS, Laure Bottaro est devenue cette année le proviseur de ce lycée emblématique de la Principauté. Laure Bottaro sera avec nous dans quelques minutes. Nous vous présenterons 2 prodiges du piano. Le premier, Colin Putz, était en concert à la Salle Garnier ce dimanche. Et le deuxième, ou plutôt la deuxième, la jeune monégasque Stella Almondo. Elle sera notre invitée. Stella a donné un grand concert la semaine dernière à Paris. Elle vient de sortir un album et sera en concert ce jeudi à Monaco. Nous reviendrons avec elle sur tout cela. Et enfin, dans votre chronique, ceux qui font Monaco, Christina Thomel fait un focus aujourd'hui sur le savoir-faire du traiteur Aroca. Reconstruire les infrastructures touchées par la tempête Alex en 2020, c'est un projet soutenu par la Principauté. À la Brigue, petit village de la vallée de la Roya, le Prince Albert II, accompagné du préfet des Alpes-Maritimes Hugues Moutou et du maire Daniel Alberti, a inauguré ce lundi matin le nouveau pont du Coq endommagé pendant les inondations. Pour rappel, la Principauté a investi 3 millions d'euros pour aider la reconstruction des ouvrages des 3 vallées. Reportage de Quentin Barbaza, Émilie Flamin et Arnaud Imbert. Depuis la tempête Alex, personne n'avait foulé les pavés de ce pont médiéval qui a fortement été endommagé. Classé monument historique en 1987, ce lieu fait la renommée de ce petit village de moins de 800 habitants. Il sert surtout de monument touristique qui apporte beaucoup de gens. Alors, il servait dans le passé forcément parce qu'il était unique pour traverser la rivière. Maintenant, c'est un monument qui est très visité, très regardé, très photographié. Donc oui, il apporte avec Notre-Dame-des-Fontaines, un impact touristique important au village. Durement touché par la tempête, l'aide princière pour reconstruire cet ouvrage permet à la municipalité de se concentrer sur d'autres chantiers. Pour nous, il était impensable que ce pont s'effondre. C'était totalement impensable. C'est dans le cœur de tous les brigasques. Mais quand on a été informé que la Principauté finançait cette opération, ça nous a, on va dire, soulagés, puisque ce qu'on avait prévu de mettre là, on l'a mis ailleurs. Et bon, ça a débloqué d'autres projets sur lesquels on n'avait pas les financements, donc c'est merveilleux. Le village de la Brigue fait partie des 15 communes sinistrées sélectionnées par le gouvernement pour ces travaux de réhabilitation. C'est tout logiquement que le souverain s'est engagé dans la reconstruction de ces vallées. La Principauté fait partie de la Riviera et de la Côte d'Azur, mais on serait pas grand-chose sans notre arrière-pays. Donc c'est pour ça que pour moi c'était une évidence que d'aider à la reconstruction de ces vallées. Au total, une trentaine de sites ou ouvrages endommagés par la tempête seront sauvés par l'aide financière de la Principauté. C'est un rendez-vous traditionnel en Principauté, le Luxpack. Des exposants venus du monde entier se rassemblent au Grimaldi Forum jusqu'au 2 octobre pour parler des toutes dernières tendances en termes de packaging. Voyez ce reportage d'Alban Gingembre et Camille Caloni. C'est l'un des plus gros rendez-vous du packaging de luxe avec ses plus de 450 exposants. Le ministre d'État Didier Guillaume était présent sur le salon pour observer les dernières tendances. En un mot, durabilité. They are made up of about 90% recycled glass, allowing for a natural UV protection of the container of up to 89% and also a reduction of the CO2 emissions of 36% compared to the same container produced in flint glass. They want to have sustainable packaging because they are even more interested in the environmental topics. They see what's going on in the environment, also with the ocean pollution everywhere basically. So they really want to do something in order to contribute to the environment. Des packaging éco-responsables, oui, mais aussi innovants. On peut dire innovation en termes de mécanismes. Par exemple, notre entreprise, on est très reconnu pour le airless system. Voilà, donc le mécanisme de pompe, par exemple, ou alors la façon de rechargeable, parce qu'il y a aussi la grande demande de produits rechargeables. L'emballage d'un produit, c'est le premier regard qu'a le consommateur sur l'article. C'est là toute son importance.
On crée du désir tout simplement et puis on souhaite aussi que ce soit des objets qui s'inscrivent dans la durée puisque c'est ça finalement la sustainability, c'est des objets qui durent le plus longtemps possible. Et donc du coup c'est créer du désir et vraiment créer de l'envie de la part de nos consommateurs. Innovation et durabilité sont donc au cœur de cette édition du Luxpack, des valeurs déjà bien ancrées en principauté. Il n'y avait pas que les élèves du lycée Albert Ier qui ont effectué leur rentrée scolaire dans cet établissement il y a quelques semaines. C'était une première également pour Laure Bottaro en tant que nouveau proviseur du lycée Albert Ier. Comment gérer comme il se doit un établissement plus que centenaire? Y a-t-il eu de l'émotion ou du stress le jour de la rentrée? Pour répondre à ces questions, nous sommes avec la principale intéressée. Laure Bottaro, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Boniella. Vous n'êtes pas arrivé ici proviseur d'un lycée comme celui-là par hasard. Comment en êtes-vous arrivé là? Quel est votre parcours en quelques mots? Alors, j'ai commencé en tant qu'étudiante comme surveillante au niveau du lycée Albert Ier. J'avais 20 ans à l'époque. Ensuite, j'ai passé le CAPES et je suis devenue enseignante au collège Charles III, enseignante de SVT pendant à peu près une quinzaine d'années, avant de revenir ici. En tant que proviseur adjoint, je suis revenue. C'est vraiment mon envie de connaître le système et d'apporter ma contribution à plus large échelle qui a motivé ma formation de chef d'établissement. Et qu'est-ce que représente cette nomination? J'imagine que ça doit être important pour vous, surtout si vous l'avez bien connu dans votre jeunesse, ce lycée. Oui, c'est véritablement un accomplissement, je dirais, une nouvelle étape. J'ai envie de continuer à valoriser l'image de l'établissement, à permettre aux élèves de s'épanouir et de réussir. C'est véritablement une nouvelle page qui s'ouvre. Et qu'est-ce que représente pour vous ce lycée historique comme ça et centenaire? C'est la réussite, l'excellence. Ouais. Il s'est passé des choses dans ce lycée, effectivement. Oui, il y a beaucoup de choses dans ce lycée. C'est véritablement, c'est le pays. C'est les générations d'élèves qui passent à l'intérieur, qui font les chefs d'entreprise, les personnels de l'administration, tout l'avenir qui passe dans les lycées. Comment s'est passée cette rentrée pour vous? Un véritable challenge, je dirais. J'ai pris des fonctions qui différaient légèrement de celles d'avant. Je dirais qu'elle s'est bien passée. Vous avez ressenti peut-être une pointe de stress le jour J du fait d'être devenu, même si vous connaissiez bien l'établissement, parce que vous étiez proviseur adjointe à l'époque, mais du fait d'être venu comme ça le chef d'orchestre en quelque sorte? Il y a eu une pointe de stress le jour J? Ouais, je dirais que oui, un petit peu. C'est le moment où on se dit, ça y est, on est aux manettes et la véritable envie, c'est d'être à la hauteur de la charge qui nous est confiée. Et rappelez-nous, vous devez gérer une équipe de combien de personnes, pour combien d'élèves à peu près? Alors, on a 153 personnels au niveau du lycée, oui, que ce soit du personnel enseignant comme non enseignant, et il y a 816 élèves. D'accord. Et selon vous, comment doit être un proviseur? Plutôt strict, plutôt pédagogue? Quelles sont les caractéristiques d'un bon proviseur? C'est d'arriver à allier un petit peu tout ça. Il faut être humain, il faut être pédagogue quand on explique quelque chose, et il faut quand même avoir la rigueur nécessaire pour faire respecter le règlement intérieur. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter là pour finir, pour cette année scolaire et puis pour la suite de votre parcours au lycée Albert Ier? L'épanouissement et la réussite pour chacun des élèves au sein de mon établissement. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite. Laure Bottaro, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. L'aigle parrainé par le jardin animalier Régnier 3 vient d'être libéré dans son milieu naturel. La pigargue nommée Grace en hommage à la princesse était en volière d'apprentissage depuis le 24 septembre afin d'apprivoiser son milieu d'origine et elle a pris son envol ce week-end au bord du lac Léman. Je vous propose d'écouter le directeur du jardin animalier Laurent Peyronel au micro de Gaëtan Lebrun. Alors l'objectif c'est que c'est un animal qui a été qui est présent en France naturellement mais qui a été complètement décimé il y a 150 ans. Par la chasse, les pesticides, tout ça. Donc en fait le parc des Aigles du Léman a pour projet de réintroduire 90 oiseaux jusqu'en 2030 pour avoir une population pérenne qui vienne se fixer autour du lac Léman et colonise après le reste de la France. On voulait marquer vraiment le coup dans la conservation et s'impliquer vraiment dans un programme qui nous tienne à cœur. Et il faut savoir que le pigargue historiquement descendait sur tout l'arc alpin.
et colonisé aussi également la Corse. Donc il y a une cohésion aussi, une cohérence pardon, avec Monaco puisqu'on est dans l'ère historique du Pigargue. Et Grasse, il se trouve qu'on voulait rendre hommage au prince Régnier et à la princesse Grasse. Il se trouve que c'est une femelle. Ça aurait été un mâle, on l'aurait appelé Régnier. Et vu que c'est une femelle, on l'a appelé Grasse. Voilà. Première apparition à Monaco d'un jeune prodige du piano, Colin Puts, qui a commencé à jouer de cet instrument à l'âge de 5 ans, tout en poursuivant ses études au conservatoire de Francfort. Il donne de rares concerts, à chaque fois salués unanimement par la critique, et il était à Monaco dimanche, dans la salle Garnier, pour un récital où il a interprété les œuvres de Beethoven, Chopin et Franz. Reportage de José Sacré et Olivier Bonello. Les mélomanes fidèles des concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont la chance et le plaisir d'applaudir à Monaco les plus grands solistes et les plus grands chefs d'orchestre, mais aussi parfois de découvrir de jeunes talents pour l'instant inconnus d'un large public. C'est en visionnant un enregistrement d'un concerto de Chopin interprété par un jeune pianiste alors âgé de 12 ans, Colin Puts, que Didier de Cotigny a décidé de l'inviter à Monaco. J'étais absolument interloqué par la qualité musicale de ce gamin. Et surtout par la spontanéité, la créativité incroyable. Que moi-même, je l'ai envoyé à plusieurs chefs d'orchestre de mes amis, dont Maestro Muti, qui a regardé la vidéo, qui lui aussi était absolument sidéré par la maturité du jeu de ce pianiste et surtout par la manière dont il utilisait sa main gauche. Et Muti, en regardant la vidéo, m'a dit « J'ai rarement vu un pianiste de cet âge-là utiliser avec autant d'intelligence sa main gauche ». Je voulais faire quelque chose avec lui, mais les parents étant très raisonnables et des personnes qui ne viennent pas du monde de la musique ne voulaient pas que leur fils commence à devenir un enfant de cirque, et donc ils voulaient protéger complètement leur fils, et donc ils ont tenu à ce qu'il soit tenu un peu à l'écart de tous les médias. Aujourd'hui âgé de 17 ans, Colin Puts poursuit ses études au conservatoire de Francfort en donnant de temps à autre quelques concerts judicieusement choisis, comme par exemple ce dimanche 29 septembre, son premier récital à la salle Garnier. C'est également une jeune prodige du piano. Nous la suivons sur Monaco Info depuis qu'elle est toute petite et depuis elle a fait du chemin, même si elle n'a que 18 ans. La monégasque Stella Almando est avec nous. Bonsoir Stella. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir dans le journal. Je vous avais reçu il y a quelques temps dans l'émission Backstage et il s'en est passé des choses entre-temps, notamment un album, Passion. Pourquoi cet album et ce titre Passion ? Alors, ce titre, tout simplement, déjà en référence à ma passion pour la musique, et puis parce qu'à mon sens, c'est ce qui anime nos vies et c'est ce qu'il y a de plus beau. Et moi, je dois tout à ma passion, donc je dirais avant tout que c'est un choix du cœur, ce titre. Et puis, ces compositeurs aussi, pour moi, ce qui relie le plus leur musique, c'est cette passion à travers le caractère, à travers l'intensité de leur musique et de leur composition. Vous rendez d'ailleurs hommage à 3 compositeurs, Rachmaninov, Scriabine et Blumenfeld. Pourquoi ces 3 compositeurs ? Là, encore une fois, c'est un peu un choix du cœur. C'est des compositeurs qui m'accompagnent depuis toujours. Rachmaninov, c'est un petit peu mon compositeur préféré. Blumenfeld, c'est un compositeur un peu plus méconnu, mais qui, à mon sens, est tout aussi extraordinaire que ses contemporains. Et Scriabine, c'est un compositeur qui me fascine depuis toujours. Et donc, ce sont 3 compositeurs qui partagent une profonde intensité slave. Et du coup, pour moi, au fil de mes réflexions, c'est vite devenu une évidence de les interpréter ensemble. Comment s'est passé l'enregistrement ? Vous l'avez fait où ? Ça a pris combien de temps ? Qu'est-ce que vous avez ressenti en le faisant ? Alors, j'ai la chance d'avoir enregistré ce disque avec Naïve. Et ils ont donc mis beaucoup de moyens à ma disposition. On l'a fait à Grenoble dans une salle absolument sublime. Et c'est quelque chose de très différent que d'un concert, mais
c'était une expérience absolument extraordinaire et j'ai beaucoup appris sur moi-même, même avant, bien sûr, il y a toute la préparation, on a hâte d'enregistrer et puis sur le moment venu, bah, il s'est passé quelque chose d'un petit peu magique et pendant cet enregistrement, vraiment, j'ai tout donné et je me suis surpassée, je dirais. Il y a du romantisme dans cet album, c'est ce qui vous touche, c'est ce que vous aimez, il me semble. Oui, en effet, le romantisme et l'époque romantique, c'est quelque chose qui me passionne en musique bah, depuis toujours. Et ce sont des compositeurs bah, qui expriment des sentiments assez universels. Et c'est pour ça que, à mon sens, voilà, même plus largement, la musique classique, c'est quelque chose de très universel qui peut plaire aux jeunes, qui peut plaire à absolument tout le monde. Et je pense que chez ces compositeurs, il y a quelque chose, voilà, qui peut parler à tout le monde parce que c'est des émotions, ça vient du cœur. Et c'est le plus important, le romantisme et les émotions, à mon sens. Et là, vous avez une grosse actu avec, pour commencer, il y avait eu un concert vendredi dernier, salle Cortot. C'était un concert hyper important pour vous. Oui, bah, c'était le lancement du disque, donc c'était une grande émotion pour moi de pouvoir jouer non seulement dans cette salle si prestigieuse, mais en plus de pouvoir bah, présenter le disque au public. Et puis il y avait même la petite fille de Rachmaninoff qui était présente. Donc pour moi, de jouer devant l'un des membres de sa famille aussi, c'était quelque chose d'assez émouvant. Et là, prochainement, bah, je viens à Monaco la semaine prochaine. J'ai hâte de pouvoir jouer dans mon pays. Et bien sûr, il y a aussi d'autres très beaux concerts qui se préparent et d'autres beaux projets qui arrivent. Oui, il y a plein de choses, notamment mardi, on vous voit sur C8 dans l'émission L'Essentiel chez Labro. Qu'est-ce que vous allez y faire? Qu'est-ce que vous allez jouer? Alors, j'ai joué. Je préfère vous garder la surprise, mais évidemment un extrait de mon album. Et oui, cette émission, elle est absolument fantastique. Puis j'ai fait déjà des très belles rencontres. Et puis suite à cette émission, il y aura un récital entier diffusé qui a été enregistré à la salle Gaveau il y a quelques mois. Et donc ça aussi, c'est quelque chose bah, de très motivant et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Vous êtes endorsé Steinway, la célèbre marque de piano. C'est pas rien quand même. Ah non, c'est pas rien. Et puis ce disque, il a été enregistré bien sûr sur un Steinway et c'est ma marque de piano préférée, bien évidemment. Et puis oui, c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui m'a énormément marqué, le fait d'entrer dans leur famille l'an dernier. Et c'est toujours bah, un bonheur de pouvoir s'exprimer sur d'aussi beaux pianos et d'avoir la chance de jouer sur des pianos aussi exceptionnels. On a évoqué votre actualité avec cette émission sur C8 mardi, ce nouvel album Passion, bien sûr, chez Naïve Records. Il y a aussi les concerts, notamment celui de jeudi dont vous avez parlé au Théâtre des Variétés à Monaco pour les Amis du Printemps des Arts. C'est important pour la jeune monégasque que vous êtes de garder le contact avec la principauté? Ah, c'est essentiel. Bien sûr que même si j'habite à Paris maintenant pour mes études, Monaco, ça reste mon pays, ça reste mon cœur. Et je suis tellement heureuse de pouvoir revenir jouer et puis bien sûr, de revoir un petit peu les gens qui m'entourent à Monaco. Je suis très émue et très heureuse de pouvoir revenir à Monaco. Ça, c'est toujours un grand bonheur. Stella Almondo, vous avez tout juste 18 ans, vous êtes une prodige du piano, vous êtes d'ailleurs arrivée en finale de l'émission Prodige sur France 2 en 2020. On vous souhaite plein de belles choses pour ce qui sera très certainement une longue carrière. Merci Stella. Merci à vous. En basket, premier match de la saison à domicile pour la Roca Team dimanche. Après une défaite à Saint-Quentin, Monaco s'est rassuré en dominant Strasbourg 77-65. Écoutez après la rencontre le meneur de jeu Mathieu Strazel, meilleur marqueur monégasque avec 17 points. Il est au micro de Frédéric Hélion. Déjà compliqué de faire pire que Saint-Quentin, mais ouais, on a eu encore une entame poussive. On n'est encore pas à droit comme on veut, on fait encore pas les stops qu'on veut, donc j'ai envie de dire que c'est une victoire qui nous rassure un peu. Parce que voilà, on avait besoin d'une victoire avant de commencer l'Euroleague, mais il y a encore plein de choses à corriger. On doit être bien meilleur si on veut atteindre nos objectifs. Il va falloir qu'on soit meilleur presque partout. Notamment sur le rebond offensif, on l'a vu, vous en laissez 5 dans le premier, 8 à la mi-temps, vous arrivez à régler ça en deuxième et ça va mieux après. Ouais, c'est ça, là c'est le championnat, donc on le paye un peu, mais en Euroleague j'ai envie de dire que ça sera encore pire, on va le payer encore plus les secondes chances. Donc ouais, c'est ça, contrôler la contre-attaque et le rebond offensif, c'est les premiers aspects. L'adresse, ça va, ça vient.
Cette année, on a un groupe qui bosse. Tout le monde arrive avant l'entraînement, tout le monde repart à la fin de l'entraînement. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir quand on va trouver les bons automatismes et que les gars vont être en confiance. Je sais que ça va arriver. Monaco peut désormais se tourner vers l'Euroleague. Premier match jeudi soir avec la réception de Milan à 19h à Gaston-Médecin. C'est un des incontournables traiteurs de la principauté, un des spécialistes des produits traditionnels monégasques. Je veux parler de Aroca. Eh bien, Christine Datomel, vous êtes sur place pour votre chronique « Ceux qui font Monaco ». Si je vous dis quelle est la reine du Barbadjan, vous pensez à qui? À la maison Aroca, bien sûr. Alors, elle est la reine du Barbadjan, certes, mais pas que. Son histoire a débuté il y a fort longtemps en principauté. Écoutez comment tout a commencé. L'histoire d'Aroca, comment est né Aroca? Alors, Aroca, ça a été fondé en 1985, je n'ai pas la date exacte, mais dans les années 80, par M. Croesi, Albert Croesi. Ça s'est développé surtout sur les spécialités de la Riviera, donc les barbagians, les farcis, les pissaladières, les tourtes. Le groupe a été racheté par M. Grégory Rouguignon il y a une dizaine d'années, qui est le nouveau directeur général. Et on a poursuivi l'activité d'Aroca, on a intégré aussi les salades bar, ici salade, et on a développé l'activité traiteur. Mais en restant très axé sur Aroca, sur vraiment la partie traditionnelle du sud de la France, du sud-est si je peux dire, farci, barbagian, pissaladière et les différentes tourtes. Alors vous avez la partie traiteur, mais vous avez également de nombreuses boutiques. Combien de boutiques en principauté? On a 3 boutiques, Aroca Saint-Charles, Aroca au marché de la Condamine, et puis le Aroca de Fontvieille qui est juste à proximité. Et on a surtout maintenant l'activité traiteur qui représente une grosse partie de notre chiffre d'affaires, où on met en avant les produits Aroca, mais aussi des produits qui n'ont rien à voir, qui sont des pièces cocktails plus travaillées, plus haut de gamme. On n'est pas du tout sur le même type de produit, mais le client peut soit avoir nos produits habituels qu'il retrouve en boutique, soit partir sur quelque chose d'un peu plus haut de gamme et plus fini. Alors la partie traiteur, c'est pour les particuliers, mais également pour les hôtels. Vous livrez également énormément d'hôtels. Alors la partie traiteur, elle concerne tout le monde. On fait aussi bien les sociétés, les entreprises. On fait aussi bien du plateau repas que des cocktails pour des mariages qu'on fait régulièrement en Monleuse. On peut faire aussi le Grimaldi Forum avec qui on travaille et chez qui on est référencé. Et puis on livre effectivement les restaurateurs avec nos produits en surgelé, alors notamment les barbagians. Et puis on leur livre aussi nos pissaladières, nos tourtes. On a un gros corps de clients restaurateurs sur Monaco. Et aussi beaucoup de clients en société. Et puis alors Aroca, quand on pense à Aroca est connu, on pense de suite au Barbadjan. Alors on ne va pas vous demander la recette parce que vous n'allez pas nous la donner, mais quel est le secret de ce succès? Je pense qu'on a la bonne recette, puisqu'effectivement on en vend énormément, on en produit, je vous disais tout à l'heure, pas loin de 5 ou 6 000 par jour. On n'a qu'une recette qui est vraiment la recette traditionnelle. Je ne donne pas les ingrédients, mais c'est forcément un rapport de quantité qui est quand même assez précise. Donc la recette, elle est la même depuis 30 ou 40 ans. On ne la fait pas évoluer. C'est quasiment la même personne qui la produit tous les jours. Vous avez vu, Sébastien. Hein, donc je pense que je n'ai pas vraiment de secret, mis à part que le produit est bon. Si le produit est bon, il se vend. Et puis c'est manuel, c'est fait à la main, vous avez vu. Donc il n'y a rien qui est industriel de A à Z. Tout est fait par les petites mains de Sébastien et d'Angélique. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Aroca aujourd'hui? On peut lui souhaiter beaucoup de réussite. On se développe de plus en plus. Je pense que nos clients sont contents en tout cas de nos produits. Pas beaucoup d'autres choses, peu plus que du succès, j'espère. Et si une vingtaine de personnes œuvrent quotidiennement à la production, ce sont 60 petites mains qui travaillent pour la maison Aroca. Alors vous l'aurez compris, 3 boutiques pour venir acheter leurs produits et puis sans oublier bien sûr le traiteur pour vos réceptions. Une grande marche solidaire sera organisée par l'association Requeton contre l'abandon des animaux de compagnie samedi prochain de 10h à 12h autour du chapiteau de Fontvieille. Tous les participants sont invités à venir marcher ou courir avec leurs compagnons à 4 pattes. Il y aura également de nombreuses animations tout au long de la journée. Il faut savoir que chaque année, 300 000 chiens et chats sont remis à des refuges ou directement lâchés en pleine nature. Un animal est abandonné toutes les 2 minutes en France. Tous les fonds récoltés iront à 2 associations dont la SPA de Monaco. Le point sur vos prévisions météo avant de se quitter avec Sarah Nkari, bonsoir. Allez-vous nous annoncer le retour du beau temps demain?
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Eh bien, pas vraiment Fabien, le ciel sera voilé toute la journée. En revanche, la pluie n'est pas au programme, contrairement à aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Concernant les températures, nous aurons 15 degrés le matin et 20 l'après-midi contre 13 et 22 ce lundi. Enfin, pour le premier jour du mois d'octobre, nous fêterons la Sainte Thérèse. Merci Sarah. Nous en avons parlé dans ce journal. En basket, la victoire de la Roca Team dans le championnat de France face à Strasbourg. Et ce sont les photos du jour de Stéphane Nana. Ce journal est terminé. On se retrouve mardi à 19h. En attendant, je vous laisse avec Christophe Paco et David Ducci pour les experts foot. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain.